La guerre avec l'Iran est maintenant entrée dans sa deuxième semaine et il n'y a toujours aucune fin en vue. Les avions américains et israéliens continuent de frapper des cibles à travers l'Iran, créant progressivement des poches de supériorité aérienne locale. Pendant ce temps, l'Assemblée des experts d'Iran a proclamé Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah assassiné, comme nouveau guide suprême du pays. La direction politique et militaire de l'Iran, dirigée par Ali Larijani, croit toujours que la victoire est possible. Bien que l'intensité des frappes de représailles de l'Iran ait clairement diminué, les missiles balistiques et les drones iraniens continuent de frapper des cibles à travers le golfe Persique chaque jour. Ces attaques ont déjà forcé plusieurs États arabes à réduire leur production de pétrole, combinée au blocus de facto du détroit d'Ormuz. Cela a fait grimper le prix du pétrole brut de marque à environ $120 le baril. La hausse des prix du carburant commence à affecter les consommateurs américains. Dans le même temps, la Maison-Blanche semble incapable de contrôler le chaos informationnel entourant la guerre. Presque chaque jour, Donald Trump délivre des messages contradictoires. Un jour, il se dit prêt à négocier. Le lendemain, il suggère vouloir avoir son mot à dire dans le choix du prochain guide suprême iranien, et un autre jour, il exige la reddition inconditionnelle de l'Iran. Malgré les déclarations initiales de Donald Trump excluant l'envoi de troupes américaines en Iran, les discussions sur une intervention terrestre gagnent du terrain à Washington. Certains responsables envisagent des plans pour une opération limitée, soit pour s'emparer d'environ 450 kg d'uranium enrichi iranien, soit pour capturer le terminal pétrolier stratégique de l'île de Ark, par lequel transitent près de 80% des exportations de pétrole de l'Iran. Ainsi, les fils du Moyen-Orient entraînent le président Donald Trump encore plus profondément dans le conflit. Et ses détracteurs se demandent de plus en plus si le slogan de campagne du président devrait vraiment s'appeler « L'Amérique d'abord » ou peut-être « L'Amérique en second, Israël d'abord ». Les traders achètent des positions oui ou non en fonction de leurs convictions, disons. Polymarket, le prochain guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, est coté à 32%. Un trader qui suit la lutte de pouvoir à Téhéran pense que c'est trop bas et achète pour $1000 de oui à 3200. Si ce candidat devient finalement guide suprême, le marché se règle à 100%, transformant ces $1000 en $2895, soit un bénéfice de $1895. Mais les traders n'ont pas à attendre. Si de nouvelles informations font passer les chances à 62%, ils peuvent vendre plus tôt et profiter de cette évolution. Au cours de la première semaine de l'opération Epic Fury, les États-Unis et Israël ont bombardé plus de 3000 cibles à travers l'Iran. La campagne s'est surtout axée sur l'infrastructure militaire iranienne, notamment les sites du corps des gardiens de la révolution islamique. Parmi les cibles principales figurait le complexe de missiles Koshr, près de Téhéran, le centre névralgique du programme de missiles balistiques de l'Iran, ainsi que des bases du CGRI à Khorramabad, Tabriz et Chiraz. L'industrie de défense iranienne a aussi subi des attaques soutenues. Des installations à Parchin et Chakrut, connues pour la production de moteurs de fusées et de composants pour ogives de missiles balistiques, ont été frappées à plusieurs reprises. Les aéroports et les ports maritimes sont également intensément visés et par conséquent, la force aérienne et la marine iranienne ont effectivement cessé de fonctionner. Selon le CENTCOM, 33 navires de guerre iraniens ont été détruits ou endommagés, y compris le porte-drone Shahid Bagheri et 2 sous-marins de classe Kylo à Bandar Abbas. Dans un épisode marquant, les forces américaines ont même coulé la frégate iranienne Iris Dena, qui a été prise par la guerre alors qu'elle était déployée près des côtes du Sri Lanka. Les bâtiments gouvernementaux sont aussi souvent touchés. Le 2 mars, des bombes ont frappé le siège de l'Assemblée des experts alors que l'instance était encore en train de choisir le nouveau guide suprême de l'Iran. Le Parlement iranien,
et le siège de la chaîne de télévision d'État IRIB ont également été visés, ainsi que des installations appartenant à l'appareil de sécurité intérieure du pays, y compris les gardiens de la Révolution, IRGC, les unités locales du Basij et les postes de police. Rien qu'à Téhéran, au moins 15 postes de police ont été bombardés au cours de la semaine dernière. Le réseau de défense aérienne de l'Iran s'est effectivement effondré en tant que système intégré. Au cours des 100 premières heures de la guerre, les forces américaines et israéliennes ont établi une supériorité aérienne locale qui s'est progressivement transformée en une domination aérienne quasi totale. Selon les chiffres publiés par les forces de défense israéliennes, environ 80% des capacités de défense aérienne de l'Iran ont déjà été détruites. Pendant ce temps, le bilan humain continue de s'alourdir. Le ministre iranien de la Santé, Ali Jafarian, a rapporté le 9 mars que 1255 personnes ont été tuées en Iran, dont 200 enfants, tandis que 12 000 autres ont été blessés. Dans les États du Golfe, 11 personnes sont décédées et 200 autres au Liban. L'incident le plus brutal s'est produit à Minab, où une frappe dans les premières heures de la guerre a touché une école, tuant plus de 160 personnes, principalement des enfants. Dans leur propre enquête, des journalistes de Bellingcat et du New York Times ont publié des images montrant un missile Tomahawk américain frappant une base des gardiens de la Révolution à Minab, située près de l'école. Comme le montre la vidéo, d'épaisses volutes de fumée s'élevaient déjà au-dessus de l'école au moment de la frappe. Depuis le début de la guerre, les États-Unis auraient perdu 8 soldats, tandis qu'Israël a perdu 2 soldats et 14 civils. La campagne aérienne américano-israélienne a considérablement réduit les capacités offensives de l'Iran. Selon les estimations du CENTCOM, l'intensité des attaques de missiles balistiques iraniens a diminué d'environ 80%, tandis que les frappes de drones ont chuté d'environ 83%. Même ainsi, l'Iran reste capable de poursuivre ses attaques, notamment en utilisant des drones, dont il en lance encore environ 150 par jour. Actuellement, les forces armées iraniennes ciblent surtout des frappes contre les États arabes situés de l'autre côté du golfe Persique. Depuis le début de la guerre, l'Iran a lancé plus de missiles balistiques et de drones vers ses voisins arabes que vers Israël. En suivant le schéma établi dès les premiers jours du conflit, le plus grand nombre d'attaques a visé les Émirats arabes unis. Cette focalisation sur les États arabes plutôt que sur Israël peut sembler surprenante, mais elle obéit à une logique à la fois militaire et politique. Plusieurs installations militaires américaines clés sont situées dans le Golfe, notamment le quartier général avancé du CENTCOM au Qatar et le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn. Ces bases présentent d'importantes lacunes en matière de défense antimissiles, et leur proximité avec l'Iran en fait des cibles plus faciles qu'Israël, qui se trouve à plus de 1000 km de là. Durant la première semaine de la guerre, des frappes iraniennes ont endommagé ou détruit plusieurs installations militaires américaines majeures dans le Golfe. Les systèmes de communication et d'alerte précoce semblent avoir subi des pertes particulièrement lourdes au camp Arif Jan au Koweït. Des frappes iraniennes ont détruit 6 radomes, SATCOM, protégeant les antennes de communication sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Un radar d'alerte précoce, FPS 132, estimé à plus d'1 milliard de dollars, aurait été endommagé. Une frappe réussie contre ce système représenterait un succès majeur pour l'Iran, car ce radar protège non seulement le Qatar, mais sert également de pilier clé au sein du réseau régional d'alerte précoce contre les missiles balistiques. Il reste incertain à quel point le radar AN-FPS 132 a été endommagé. Cependant, si le système était mis hors service, cela réduirait considérablement la capacité de défense antimissile des États-Unis et de leurs alliés dans toute la région. Les forces iraniennes ont également réussi à frapper une infrastructure de défense antimissile en Jordanie, où elles auraient endommagé le radar TPI-2 d'une batterie FAD déployée sur la base aérienne de Muwafaq Salti. Des spéculations commencent maintenant à émerger selon lesquelles les États-Unis, et en particulier les alliés arabes de Washington, pourraient commencer à faire face à des pénuries de missiles intercepteurs pour leur système de défense aérienne et antimissiles. La Maison-Blanche a officiellement démenti ces informations,
Pourtant, l'administration Trump a simultanément convoqué une réunion d'urgence avec les PDG de l'industrie de la défense afin d'accélérer la production. En même temps, la Corée du Sud a accéléré les livraisons de missiles intercepteurs pour les systèmes Chongung exploités par les Émirats arabes unis. Il est également important de noter que les attaques iraniennes ne se limitent pas aux bases américaines. Les infrastructures énergétiques sont devenues une autre cible majeure. Le 2 mars, des drones iraniens ont frappé Ras Tanura, la plus grande raffinerie de pétrole d'Arabie Saoudite, capable de traiter 550 000 barils par jour, la mettant temporairement hors service. Au Bahreïn, des frappes iraniennes ont touché la raffinerie Bapco Citra. Au Qatar, des drones ont visé le complexe gazier de Ras Laffan, responsable d'environ 20% de l'approvisionnement mondial en GNL. Craignant de nouvelles attaques, Qatar Energy a annoncé une suspension totale de la production de GNL. Les frappes iraniennes contre les États du Golfe Persique ont deux objectifs principaux. D'une part, Téhéran espère faire pression sur les dirigeants arabes qui entretiennent des liens étroits avec Trump, comme le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, afin qu'il pousse le président américain à mettre fin à la guerre. D'autre part, l'Iran vise à provoquer un choc énergétique mondial en faisant grimper les prix du pétrole et du gaz. Un élément clé de cette stratégie n'est pas seulement les attaques contre les infrastructures énergétiques du Golfe, mais aussi le blocus du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique par lequel transitent normalement environ 20% des exportations mondiales de pétrole et de gaz. Depuis le premier jour de la guerre, le corps des gardiens de la révolution islamique a attaqué au moins 17 navires tentant de traverser le détroit. En conséquence, le trafic à travers Ormuz s'est en grande partie arrêté. Seule une poignée de navires tentent la traversée, éteignant souvent leur transpondeur AIS dans l'espoir de passer inaperçus. Les actions de l'Iran posent un sérieux défi aux producteurs du Golfe, qui n'ont qu'une capacité limitée à exporter du pétrole et du gaz, sans dépendre du Golfe Persique. L'Arabie Saoudite exploite l'oléoduc Est-Ouest, conçu pour transporter jusqu'à 5 millions de barils par jour. Et après le déclenchement de la guerre, Saudi Aramco a annoncé des plans pour augmenter sa capacité à 7 millions. En théorie, cela pourrait gérer la majorité des exportations du royaume. En pratique, le port de Yanbu sur la mer Rouge n'a tout simplement pas l'infrastructure pour gérer de tels volumes. Une contrainte similaire existe aux Émirats arabes unis. Le pipeline Habshan-Fujairah permet au pétrole émirati de contourner complètement Ormuz, mais le port de Fujairah ne peut pas gérer le flux potentiel complet d'environ 1,8 million de barils par jour. D'autres producteurs, dont le Qatar, le Koweït et Bahreïn, n'ont aucun moyen significatif de contourner Ormuz. Les États du Golfe sont maintenant dans une course contre la montre. La production de pétrole ne peut pas continuer indéfiniment si les exportations sont bloquées. Si le brut ne peut pas partir par pétrolier, il doit être stocké, et la capacité de stockage est limitée. Au Koweït, les analystes estiment que les réservoirs de stockage pourraient être remplis en environ 12 jours. D'autres pays disposent d'un peu plus d'espace. Mais d'ici la fin du mois, la plupart des capacités de stockage supplémentaires à travers le Golfe devraient être épuisées. Et cela suppose un scénario optimiste dans lequel aucune de ces installations de stockage ne devient la prochaine cible des missiles balistiques ou des drones iraniens. La conséquence immédiate est une baisse de la production. Comme mentionné précédemment, le Qatar a déjà suspendu la majeure partie de sa production de GNL. Le Koweït et les Émirats arabes unis ont également annoncé des réductions significatives de leur production de pétrole afin de ralentir le remplissage de leurs installations de stockage. D'autres producteurs du Golfe pourraient aussi devoir faire de même. Tout cela se reflète déjà dans les prix du pétrole. Le lundi 9 mars, le brut de marque a ouvert à 120 $, le baril marquant une hausse de plus de 50% depuis le début de la guerre. Plus tard, malgré l'intervention de Trump pour calmer le marché, le brut est retombé sous les 100 $. Compte tenu de l'ampleur des réductions de production et de la hausse rapide des coûts d'assurance pour les pétroliers, ce n'est même pas le pire scénario possible. Pour l'instant, le marché semble douter que le blocus du détroit d'Ormuz tienne sur le long terme. Les analystes ont soutenu qu'un blocus prolongé nuirait aux relations de l'Iran avec la Chine, l'un de ses principaux partenaires économiques. D'autres s'attendent à une répétition de ce qui s'est passé pendant la guerre Iran-Irak.
À cette époque, lors de l'opération Ernest Will, la marine américaine escortait les pétroliers koweïtiens pour s'assurer qu'ils pouvaient quitter le golfe Persique en toute sécurité. Au début de la guerre, le président Trump a déclaré être prêt à déployer la marine américaine pour sécuriser le trafic des pétroliers, mais aucune décision concrète n'a encore été prise. Le ministre de l'énergie du Qatar, Saad Al-Kaabi, a averti que si des mesures ne sont pas prises rapidement pour lever le blocus d'Ormuz, les prix du pétrole pourraient grimper jusqu'à 150 $ le baril. La crise dans le Golfe a également des conséquences plus larges pour d'autres producteurs de pétrole, y compris la Russie. Sur le marché indien, le brut russe Oural se vend actuellement environ 5 $ le baril au-dessus de la marque. Dans le même temps, Washington a temporairement levé les sanctions pendant 30 jours sur les expéditions de pétrole russe vers l'Inde. Et cela pourrait ne pas être la fin de l'histoire. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a indiqué qu'étant donné la situation actuelle sur les marchés mondiaux du pétrole, Moscou pourrait bientôt bénéficier de nouvelles dérogations temporaires aux sanctions. Et pourtant, la crise du marché pétrolier n'est peut-être même pas le pire scénario. Face à la région du Golfe, une crise humanitaire bien plus grave pourrait se profiler à l'horizon. Les usines de dessalement sont maintenant des cibles de guerre. Le samedi 7 mars, une telle installation a été endommagée sur l'île iranienne de Cachemire, coupant l'approvisionnement en eau de 30 villages. Téhéran a accusé les États-Unis pour l'attaque, affirmant qu'elle avait été lancée depuis un territoire de Bahreïn. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a répondu en déclarant « Une attaque contre les infrastructures iraniennes est une étape dangereuse aux conséquences graves. Ce sont les États-Unis, et non l'Iran, qui ont créé ce précédent. » Le lendemain, en représailles, les forces iraniennes ont frappé une usine de dessalement à Bahreïn. Si de telles attaques s'intensifient, dans les semaines à venir, les conséquences pourraient être dévastatrices. La plupart des États arabes le long du golfe Persique dépendent fortement du dessalement pour leur eau potable. L'eau dessalée représente 80% de l'approvisionnement du Koweït, 88% à Bahreïn, 86% à Oman, 70% en Arabie Saoudite et 42% aux Émirats arabes unis. La dépendance de l'Iran est plus faible, environ 3% à l'échelle nationale. Mais dans les provinces du sud du pays, le dessalement fournit tout de même environ 30% de l'eau potable locale, ce qui en fait également une ressource essentielle là-bas. Pendant ce temps, la guerre s'étend à de nouveaux coins de la région. Hezbollah est officiellement entré dans le conflit, lançant plus de 200 roquettes vers le nord d'Israël. Les forces de défense israéliennes ont mené de fortes frappes aériennes sur le Liban. La partie sud du pays a été particulièrement touchée, ainsi que Daïa, les quartiers sud de Beyrouth, longtemps considérés comme le bastion du Hezbollah. Les forces israéliennes ont également avancé de plusieurs kilomètres à l'intérieur du territoire libanais et ont appelé les civils à évacuer au nord du fleuve Litani. Les médias israéliens spéculent désormais que les FDI pourraient se préparer à une invasion terrestre de plus grande envergure visant le Hezbollah. Des milices pro-iraniennes opérant en Irak ont également rejoint les combats. Des groupes tels que Kataïb Hezbollah ont lancé des roquettes et des drones contre des installations militaires américaines disséminées à travers le pays. Le gouvernement du Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani a condamné ces attaques, mais il semble manquer à la fois d'autorité et de volonté politique pour empêcher les milices de poursuivre leurs opérations. Au Yémen, cependant, les événements évoluent différemment. Malgré une série de déclarations ces derniers jours de la part des représentants du mouvement Houthi, le groupe n'est pas encore entré en guerre. Du côté de l'Iran, un nouveau blocus du détroit de Bab el-Mandeb pourrait considérablement aider Téhéran et faire grimper encore davantage les prix du pétrole et du gaz. Pour l'instant, cependant, les Houthis semblent se limiter à des démonstrations de force. L'Iran, de son côté, reçoit des signaux encourageants à la fois de Moscou et de Pékin, selon un reportage du Wall Street Journal. La Russie a commencé à fournir à l'Iran des renseignements recueillis grâce à ses satellites de reconnaissance militaire. Ces données aideraient les forces iraniennes à planifier des attaques contre des cibles militaires américaines dans le golfe Persique. La Chine, qui achète environ 80% des exportations de pétrole de l'Iran,
envisagerait également d'apporter une aide financière à Téhéran, ainsi que des livraisons de pièces et composants utilisés pour la production de missiles. Des rapports non officiels suggèrent que, comme dans le cas du soutien de la Chine à la Russie, Pékin se concentre principalement sur la livraison de biens à double usage. Plusieurs incidents notables se sont également produits plus près des lignes de front. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont perdu 3 chasseurs F-15E, mais pas à cause de tirs iraniens. Au lieu de cela, ils ont été accidentellement abattus par un FA-18 koweïtien, dont le pilote a pris par erreur les avions américains pour des appareils hostiles. Dans un autre incident, un drone iranien a frappé un aéroport à Nakhitchevan, en Azerbaïdjan, et un missile balistique lancé vers la base turque d'Incirlik a été intercepté par un navire de guerre américain avant d'atteindre sa cible. Ainsi, la République islamique ne se contente pas de riposter après la première phase d'attaque massive. Le régime cherche également une nouvelle source de stabilité. Ce rôle doit désormais être assumé par un nouveau guide suprême. Le dimanche 8 mars, l'Assemblée des experts a annoncé qu'elle avait choisi Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah assassiné, comme nouveau guide suprême de l'Iran. La décision est controversée. En pratique, cela revient à une succession dynastique, ce à quoi l'ayatollah Khamenei lui-même s'était opposé. De son vivant, Mojtaba n'a jamais occupé de fonction officielle et n'a jamais participé à une élection. Ce qu'il a cependant, ce sont des liens étroits avec le corps des gardiens de la révolution islamique, qui aurait soutenu sa candidature dès le début. Son élévation au poste de Harakbar doit être considérée comme une étape vers une radicalisation accrue de la politique iranienne. Son père, bien qu'indéniablement un autocrate, permettait parfois des ouvertures limitées, tant sur le plan intérieur, en permettant à des factions plus modérées d'entrer au gouvernement, qu'à l'international, en autorisant des négociations avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien. Mojtaba est largement considéré comme beaucoup moins enclin au compromis. Selon les portraits rédigés avant la guerre, on s'attend à ce qu'il adopte une ligne plus dure, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Sous sa direction, l'influence des gardiens de la révolution est presque certaine de croître davantage. L'Iran pourrait également enfin prendre des mesures concrètes pour construire une arme nucléaire, un processus qui avait été effectivement freiné pendant des années par le père de Mojtaba. Il reste incertain de savoir comment la nomination de Mojtaba affectera le cours de la guerre avec les États-Unis et Israël. Même avant le début du conflit, Ali Khamenei avait délégué une autorité significative à Ali Larijani et Mohammad Ghalibaf, qui semblent maintenant diriger conjointement l'effort de guerre. Il existe également des rapports crédibles, suggérant que Larijani n'était pas satisfait de la candidature de Mojtaba et avait tenté d'obtenir le poste de guide suprême, pour quelqu'un d'autre, peut-être son propre frère Sadiq Larijani. Pour l'instant, il semble probable que la guerre continuera d'être gérée par le duo Larijani-Ghalibaf, tandis que le rôle de Mojtaba restera plus limité, du moins jusqu'à ce que la République islamique se stabilise et qu'il ait le temps de consolider sa position au sein du système. Lorsqu'on discute du système politique de l'Iran, un point ressort. Malgré les attentes américaines et israéliennes, après une semaine de guerre, il n'y a aucune fissure visible dans la structure de la République islamique. Aucune manifestation anti-gouvernementale n'a éclaté à travers le pays. Les membres de l'appareil de sécurité ne font pas défection, au contraire, ils semblent resserrer les rangs. Des rapports ont révélé que l'administration Trump est profondément frustrée par ce résultat et tente désormais d'exploiter les divisions ethniques de l'Iran, en encourageant un soulèvement kurde dans l'ouest du pays. Selon plusieurs sources, la CIA a intensifié ses contacts avec les groupes kurdes iraniens qui mènent une insurrection de longue date contre Téhéran. L'agence fournirait à diverses organisations kurdes des armes, des terminaux Starlink et un soutien financier. Très probablement, cet effort a commencé des semaines, voire des mois, avant la guerre. Il convient également de noter que quelques jours seulement avant le début du conflit, 5 factions kurdes ont signé un accord de coopération créant ce qu'elles ont appelé la coalition des forces politiques du Kurdistan iranien.
Selon le manifeste de la coalition, son objectif déclaré est la destruction de la République islamique d'Iran. Parmi ses membres figure Mustafa Hajri, le chef du Parti démocratique du Kurdistan iranien. Même à l'époque, des analystes soupçonnaient que les États-Unis avaient peut-être joué un rôle dans la formation de la coalition. Peu de temps après le déclenchement de la guerre, le président Trump aurait parlé avec Hajri, ainsi qu'avec les dirigeants du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, du Parti démocratique du Kurdistan, et Bafel Talabani, de l'Union patriotique du Kurdistan. Bien que les détails de ces conversations restent confidentiels, des fuites dans les médias suggèrent clairement que Washington tente d'utiliser les Kurdes iraniens pour déclencher une rébellion dans l'ouest de l'Iran. Les États-Unis souhaiteraient apparemment que ces efforts soient soutenus par les forces Peshmerga du Kurdistan irakien, avec des bases de groupes kurdes iraniens situées sur le territoire irakien, servant de centre logistique pour l'insurrection. Les forces américaines et israéliennes offriraient également un soutien aérien direct aux opérations kurdes à l'intérieur de l'Iran. Ces initiatives ont suscité l'inquiétude en Turquie, qui considère tout projet politique kurde comme une menace potentielle pour sa propre intégrité territoriale. Ankara a clairement indiqué qu'elle s'efforcerait activement de saboter toute tentative de déclencher un soulèvement kurde. Une inquiétude similaire se répand désormais à Téhéran, où les responsables iraniens croient de plus en plus que la menace d'une rébellion devient réelle. Cette perception est renforcée par le schéma des frappes aériennes, américaines et israéliennes dans l'ouest de l'Iran. Ces derniers jours, des attaques ont visé des postes frontières, des postes de police et des bases des gardiens de la révolution dans la région. Téhéran craint que de telles frappes ne soient destinées à affaiblir les structures de sécurité locales et à faciliter l'infiltration de combattants kurdes dans l'ouest de l'Iran afin de déclencher un soulèvement. En réponse, l'Iran a intensifié ses frappes contre les bases des groupes kurdes iraniens situés de l'autre côté de la frontière, au Kurdistan irakien. En conséquence, les autorités kurdes irakiennes se retrouvent désormais prises entre de multiples pressions, d'un côté de la part des États-Unis et de l'autre de la part de la Turquie et de l'Iran. Actuellement, ils tentent de rester neutres et d'éviter d'être impliqués dans le conflit voisin. L'option kurde n'est pas la seule idée controversée qui circulerait à Washington, bien que le président Trump ait initialement déclaré qu'il n'y aurait pas de troupes au sol. L'administration envisagerait désormais, sérieusement, d'envoyer un petit contingent de soldats américains en Iran. Cela n'impliquerait pas une invasion terrestre à grande échelle, mais plutôt des opérations limitées, probablement des raids de forces spéciales. Selon un reportage d'Axios, un des scénarios en discussion serait un raid sur une installation nucléaire près d'Ispahan où environ 450 kg d'uranium, enrichi à 60%, seraient stockés. Une autre option envisagée serait la prise de l'île de Ark, le terminal par lequel transitent environ 80% des exportations de pétrole de l'Iran. Au milieu du flot de couverture médiatique, l'administration Trump semble de plus en plus perdre la guerre de l'information. La Maison-Blanche a eu du mal à imposer un récit clair expliquant le conflit avec l'Iran. Cela est en partie le résultat de messages contradictoires venant directement du président lui-même, mais aussi d'une série de déclarations mal réfléchies de la part des membres de l'administration. Un symbole de cet échec de communication est devenu une remarque du secrétaire d'État Marco Rubio, qui a tenté de justifier la frappe préventive contre l'Iran, en disant, je cite, « Nous savions qu'il allait y avoir une action israélienne. Nous savions que cela allait précipiter une attaque contre les forces américaines. Et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive, avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions plus de pertes. » Fin de citation. Bien que Rubio ait ensuite tenté de revenir sur ses propos, une grande partie du public s'est sentie trompée. Pour les critiques de la guerre, cette déclaration est rapidement devenue la preuve qu'Israël et le Premier ministre Benjamin Netanyahou avaient effectivement manœuvré Trump pour l'entraîner dans le conflit. Les déclarations de Rubio ont vite résonné dans les médias. Un chroniqueur de Bloomberg a résumé la controverse avec un titre frappant « L'Amérique en second, Israël d'abord ». Les conséquences politiques commencent déjà à se faire sentir dans le pays. La guerre avec l'Iran commence lentement à toucher le portefeuille des Américains ordinaires.
Le prix moyen de l'essence a grimpé à 3,5 $, le gallon son niveau le plus élevé depuis 2022. Dans le même temps, les sondages d'opinion indiquent que plus de la moitié des Américains s'opposent aux frappes contre l'Iran. Pour le président Trump, cependant, cela ne semble pas être décisif. Le président continue de croire que les prix élevés du pétrole et de l'essence sont temporaires et que la victoire sur l'Iran est déjà à portée de main. À bien des égards, l'erreur initiale de Trump a peut-être été de juger l'Iran à travers le prisme de son récent triomphe. Au Venezuela, Trump est arrivé en 2026 en pleine confiance après ce qu'il considérait comme un grand succès géopolitique, l'éviction de Nicolás Maduro. Cette victoire semble avoir alimenté son appétit pour d'autres succès rapides et peu coûteux, cette fois au Moyen-Orient. Mais le cas vénézuélien était une exception, où tout s'est aligné politiquement, militairement et économiquement en faveur de Trump. À Caracas, une faction pro-américaine est apparue, prête à conclure des accords avec Washington. Cette faction était représentée par Delcy Rodríguez, et l'opération qui a conduit à la capture de Maduro a finalement réussi. Trump semble avoir supposé, en ignorant les conditions locales très différentes, qu'un scénario similaire pourrait se répéter en Iran. Les failles dans ce raisonnement étaient visibles même après l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, quand Trump a suggéré que les États-Unis devraient avoir leur mot à dire sur qui deviendrait le prochain guide suprême de l'Iran. Mais l'Iran n'est pas le Venezuela. Après plus d'une semaine de guerre, les États-Unis et Israël ont infligé de lourds dégâts à l'Iran. Pourtant, cela reste un vaste pays de 90 millions d'habitants et son régime est profondément ancré dans les structures de l'État. Pour cette raison, la fin de la guerre n'est pas en vue. Et après la nomination de Mojtaba comme nouveau guide suprême, les perspectives de compromis semblent de plus en plus lointaines. 8 soldats américains sont morts. Les prix du pétrole et de l'essence aux États-Unis flambent, et la perspective d'une défaite républicaine aux élections de mi-mandat semble de plus en plus probable. La question maintenant est de savoir si les instincts politiques du président Trump lui permettront de prendre du recul. Ou bien, une fois de plus, les États-Unis se retrouveront-ils entraînés dans une nouvelle guerre sans fin au Moyen-Orient ?